Bonjour à toutes et à tous. J'en profite au passage pour saluer la présence de la ministre, Madame Marina Ferrari, qui est avec nous ce matin. Je suis Thomas Paquebé, journaliste sur IT4Business, et j'ai le plaisir d'être avec vous ce matin pour la 10e édition des universités d'été d'Exatrust, placée comme d'habitude sous le signe de la cybersécurité et du cloud de confiance. Cette année, la thématique choisie est la suivante: industrie numérique, l'Europe a rendez-vous avec son histoire. Domination technologique des États-Unis, sur le marché du cloud d'abord, tout comme sur celui de l'intelligence artificielle, et guerre commerciale pour les biens technologiques avec la Chine. Ce sont quelques-uns des thèmes que je pourrais citer qui placent les Européens dans une situation délicate par-delà laquelle ils devront, un moment ou un autre, dépasser les phases de normalisation et de précision des lois. Comment l'UE et plus près de nous, les entreprises françaises, peuvent-elles s'organiser pour répondre à ce défi? C'est ce que nous verrons tout au long de cette matinée. Alors après une journée marquée par des remarques d'ouverture, suivront des tables rondes et une pause déjeuner. Les travaux reprendront à 14 h, je préciserai un peu plus avant le planning. L'après-midi sera encore ponctué bien sûr par des prises de parole et d'autres tables rondes, d'autres moments de réflexion jusqu'à 18 h qui marquera la fin de cette journée dense. Et pour introduire cette journée, en guise de propos liminaire, j'invite Jean-Noël de Galzin, président d'Exatrust et président de Walix, à me rejoindre sur scène. Voilà, Jean-Noël, un micro pour vous. Et une première question. Jean-Noël, quels sont les grands défis qui attendent d'une part notre société et nos sociétés et nos marchés, alors français, je dirais, et également européens? Oui, alors d'abord, je voudrais remercier tout le monde d'être présent aujourd'hui. Avancez-vous un tout petit peu. Je pense que c'est important de remercier, y compris la pluie, qui fait partie intégrante maintenant de notre climat et qui est vraiment présente ce matin. Donc elle est là. Un peu moins qu'au JO quand même. C'est vrai. Alors, on n'a pas la couleur des Jeux Olympiques. Les sièges ne sont pas de la couleur olympique, mais on est encore en plein JO. On a choisi cet endroit de la station F parce que c'est un endroit, c'est un peu le temple d'où d'où décollent finalement nos startups depuis quelques années. C'est une réalisation à l'initiative d'un entrepreneur, un partenariat privé-public, et je pense que c'est ce qui nous attend dans les années qui viennent. Je voudrais remercier tout de suite aussi, pour le dire dès le départ, l'équipe d'Exatrust, emmenée par Dorothée De Cropp. Je la remercie pour son implication sans faille. On a une équipe de femmes, donc Dorothée avec Marion Lattard, qui est chargée de la communication, chargée des événements chez nous et qui a organisé de main de maître au mois d'août cet événement et ce rendez-vous aujourd'hui. Merci Marion et merci Chloé, Marie qui vient d'arriver. Voilà, c'est comme ça que démarre cette université d'été. Alors effectivement, on a face à nous un certain nombre de défis très importants. Alors ce sont des défis qui sont des défis économiques, sociétaux, dans lesquels le numérique est au cœur du sujet. Alors, le numérique est au cœur du sujet, notamment parce qu'on est dans une phase de transformation de la société, transformation numérique. On est dans une phase de transformation numérique qui va aussi toucher nos services, nos entreprises, l'État, nos entreprises essentielles, donc notre industrie. Nous sommes aussi face à un défi important qui est celui de l'inclusion numérique, pour que le numérique soit accessible à tous, dans un temps où la résilience numérique est essentielle, dans un temps où la responsabilité sociétale, environnementale est au cœur de nos sujets, l'écologie, et bien sûr la question de notre autonomie, notre propre autonomie stratégique. La cybersécurité est au cœur de tous ces défis. Elle est au cœur de tous ces défis. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de garantir le contrôle de nos données, notre sécurité, dans un monde qui est à l'évidence de plus en plus numérique.
Alors, aux côtés de l'État, aux côtés de son agence, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, le ministère de l'Intérieur, cybermalveillance, c'était important, et c'est toujours important chaque année pour nous, d'accueillir les industries de sécurité, la filière industrie de sécurité qui est représentée par son président Marc Darmon, et la nouvelle filière autour des solutions numériques de confiance avec son président Michel Paulin, qui est aussi présent et que je remercie d'être là. Alors, cette année, c'est une année où nous avions deux grands défis. Le défi des Jeux Olympiques et un second défi, le rendez-vous de l'activation de la directive Nice 2 au mois d'octobre 2024. Je pense qu'avant d'entamer le second défi, c'est toujours utile de revenir sur les batailles que nous avons remportées dans cette filière cybersécurité depuis quelques années par l'équipe de France de la cybersécurité que nous réunissons à l'université d'été. Alors, en 2020, on a réussi à mobiliser l'écosystème pour aider à la continuité d'activité, continuité d'Internet, des actions numériques pendant les confinements à l'époque du Covid. En 2021, on a participé à la création d'une stratégie nationale de cyber avec le défi des compétences, beaucoup de nouvelles écoles, de nouveaux cursus, des diplômes Bac+2, Bac+3, beaucoup de choses ont été faites. Ensuite, c'est la naissance, l'émergence du campus cyber et le défi de l'écosystème, faire de la France la terre de la cybersécurité en Europe. Ensuite, il y a évidemment le programme confié à l'ANSSI autour de France Relance pour aider les plus fragiles, les hôpitaux, le système de santé, pour aider les collectivités, repris par le ministère de la Santé maintenant, le plan CARE, qui amplifie le mouvement, j'ai envie de dire. Et on aura encore besoin, évidemment, de continuer à aider les utilisateurs dans les temps qui s'annoncent. Ensuite, je pense qu'on peut le dire, parce qu'on arrive, on a déjà bien avancé dans ces Jeux Olympiques. On verra avec Nassira tout à l'heure, qui nous fera un retour d'expérience, Nassira Salvan. Mais il y a ces Jeux Olympiques sur lesquels on a entendu beaucoup de Cassandre. Et bien finalement, c'est un exemple de mobilisation. Nous sommes mobilisés depuis bien longtemps, l'écosystème, le public, l'État, le privé, les industries. Et nous avons fait en sorte que la résilience soit aussi une victoire au cours de ces Jeux Olympiques. Pour le moment, touche du bois. Donc c'est important, en cette rentrée, de revenir là-dessus. Mais évidemment, nous allons arriver à ce deuxième rendez-vous, qui est celui de la directive Nice 2. Alors c'est le défi de la résilience de notre société et de toutes les entreprises que nous allons devoir, ensemble, relever. Alors ça se passe en France, ça se passe également dans tous les pays européens. Certains pays ont déjà transposé, nous sommes en train de le faire. L'industrie est mobilisée sur cet objectif avec les utilisateurs et tous les prestataires, des intégrateurs, des sociétés de services, des sociétés de conseil, des opérateurs de cloud pour déployer. On l'a vu cet été avec l'incident CrowdStrike. Les conséquences d'une erreur humaine, on parle souvent de cyberattaques, il y a aussi des erreurs humaines, beaucoup d'erreurs humaines. On l'a vu, ça cause énormément de dégâts. C'est global, c'est mondial, ça bloque, ça stoppe les bourses, ça stoppe les supermarchés, des médias, on retrouve des avions cloués au sol, des trains qui s'arrêtent ou qui ne partent plus. Finalement, des centaines d'entreprises se retrouvent en panne informatique, c'est tout qui déraille. Donc, le défi, il est immense. Et ce n'est pas un défi dans l'immédiateté, c'est un défi dans la durée. Donc, l'objectif, c'est d'élever tout cet environnement numérique à un autre standard, un standard européen de confiance, de résilience. C'est ce qu'on a appelé, peut-être, la fameuse troisième voie numérique, celle qui se situe après un numérique dominé ou poussé par nos amis américains ou un numérique d'inspiration chinoise. C'est peut-être cette troisième voie numérique, le numérique résilient, le numérique de confiance. Alors, il faut prévoir, avec cette directive Nice 2, je dirais, deux grandes phases.
Donc, il y a une phase de déploiement dans un premier temps, c'est ce qu'on peut appeler le build, et puis il y aura une phase ensuite de maintien de la résilience dans la durée, c'est la phase de run. En pratique, on va d'abord se concentrer pour élever le niveau de sécurité des services importants et des services essentiels dans toute l'Europe. Ce sont ceux qui sous-tendent nos usages au quotidien, dans la vie de tous les jours. Donc ça va concerner les acteurs de la santé, les collectivités, ça va concerner l'État, les grands groupes, bien sûr, toutes les grandes entreprises, toutes leurs chaînes de sous-traitants, les PME, les ETI, c'est très important, puisque nous faisons tous partie du même réseau, un réseau global. Nous allons vers un paradigme zéro trust. Nous ne pouvons avoir finalement... Nous avons l'intention, nous devons aider chacun à protéger les autres. Se protéger soi-même, c'est protéger les autres. Ensuite, ça va concerner ces entreprises dans 18 domaines différents, dans à peu près tous les domaines importants de notre vie de tous les jours. Ensuite, NIS 2, c'est la création d'un standard. On peut y voir la création ou l'émergence d'un standard dans un domaine de la cybersécurité souvent considéré comme étant assez complexe, assez touffu, difficile, peu de repères. Eh bien là, on a, j'ai envie de dire, un standard avec un mode d'emploi. Et on y reviendra évidemment, puisque l'ANSSI est en train de travailler sur ces sujets-là avec les différents secteurs. On va travailler sur la gouvernance de nos systèmes de sécurité, de nos usages et de tous les services numériques que nous avons utilisés. Ça va aussi être un standard pour aider à numériser l'industrie, les systèmes industriels dont on sait qu'ils sont en danger face aux cyberattaques. L'enjeu de cette première phase, à partir d'octobre, ça va être de renforcer la résilience numérique de toutes ces organisations. Globalement, on parle environ de 150 000 organisations en Europe, 15 000 en France, aux alentours de 15 000 en France, 25 000 en Allemagne. C'est beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations. C'est un défi immense qui requiert une véritable dynamique d'écosystème. C'est ce que nous pensons. Il faudra des entrepreneurs, des experts, il faudra des moyens ambitieux au secrétariat général à l'investissement. Il faudra aller chercher des moyens avec les stratégies nationales. Au gouvernement, il faudra soutenir les utilisateurs. Toutes les organisations qui sont concernées, beaucoup auront besoin de cette aide. Et il s'agira de créer, de faire émerger des chaînes de valeur sécurisées qui soient déployables et qu'on pourra passer à l'échelle. Et là, je reviendrai sur un mot d'ordre. C'est un peu la devise des Exatrust. L'union fait la force. Il faudra être unis, travailler ensemble de manière collaborative pour arriver à faire face à ce défi. Ensuite, il faudra maintenir, comme je le disais, cette résilience dans le temps long, en conditions opérationnelles, en état de fonctionnement, et nous aurons besoin pour cela des données. Nous aurons besoin des données d'utilisation, nous aurons besoin des données personnelles, nous aurons besoin des données industrielles. Pourquoi ? Parce que ce sont ces données qui vont nous permettre d'alimenter nos algorithmes, nos intelligences artificielles, qui permettront de maintenir, comme je le disais, la résilience, mais aussi de faire évoluer les infrastructures et les services numériques comme nous le voulons. Et notamment, c'est un enjeu pour le verdissement, par exemple, de nos environnements numériques. Nous avons des ambitions en matière de verdissement, en matière de responsabilité sociale et environnementale, peut-être aller vers la responsabilité numérique des entreprises, vers un numérique plus éthique, un numérique plus responsable, un numérique plus durable, plus économe en énergie. Et donc, là aussi, la bataille sur les données personnelles et industrielles est cruciale. On l'a vu, les discussions récentes autour de l'IA Act, les discussions récentes autour de UCS sont absolument cruciales sur ces sujets. Et elles montrent quoi ? Elles montrent que nous avons une vision, mais que nous n'avons pas encore réussi à la partager, ou en tous les cas à fédérer nos voisins européens sur ces sujets. Et là, nous devons aussi travailler ensemble, pousser dans cette même direction, convaincre, réunir. Le UCS, c'est un combat en cours, c'est un combat qui mérite d'être mené, et c'est un combat que nous devons légitimement remporter. Donc avec Exatrust,
Nous voulons impulser, nous voulons agir pour promouvoir, pour représenter, pour défendre les acteurs de la cyber, bien sûr, les acteurs du cloud de confiance, ceux qui développent l'identité, nos identités numériques, de manière générale, et plus largement, tous ceux qui conçoivent des solutions numériques de confiance. C'est l'avenir. Nous voulons être utiles pour faire émerger un espace numérique qui soit plus résilient, plus équitable, durable et plus responsable. Dans le sillage d'OVH Cloud, de Walix, nous sommes les deux sociétés cotées dans ce secteur, pure player dans ce secteur, et je peux vous garantir que ça n'est pas facile. Nous aurons besoin, au ministère des Finances, d'aide pour fluidifier, aider les marchés financiers à décoller, pour la chaîne de financement, avec les sociétés comme Veid ou Drive, des sociétés comme Scality, nos pépites aussi, CrowdSec, GetWatcher, Egeri, YesWeHack, Arfanglab, Tenacy, Sequoia et bien d'autres que je n'ai pas cités, nos industriels, 3DS Outscale, DocaPost, Axians, Thales, et beaucoup d'autres dans les groupements, à l'Alliance pour la confiance numérique, l'ACN, au PEC, pôle d'excellence cyber, à l'EXO en Europe. Nous voulons fédérer notre industrie autour de l'ambition numérique. L'État, les régions, les groupements d'utilisateurs, le CESIN, le CLUSIF, le SIGREF, d'autres groupements, les parlementaires sont déjà engagés à nos côtés sur ces sujets. Donc pour grandir et structurer ce marché, au-delà de la réglementation, avec le défi de la résilience, nous aurons besoin de commandes. Alors, je vais commencer par la commande des grands groupes. On parle toujours de la commande publique. Nous aurons besoin de la commande des grands groupes. Nous aurons besoin de la confiance des PME, des ETI, et nous, de nous mettre à leur portée, de mettre nos solutions à leur portée. Bien sûr, la commande publique. Il faudra de la commande publique, des acheteurs dans la santé, les collectivités locales, partout où il y a besoin de numérique, et donc de numérique de confiance. J'en profite pour saluer l'initiative Je choisis la French Tech, qui a été lancée l'année dernière, d'ailleurs à l'université d'été, ou juste après, et dire une petite chose. Il faudra regarder les premiers résultats de cette initiative, que nous appelons de nos voeux depuis que la French Tech existe, évidemment. Et si les résultats ne sont pas suffisants, il faudra faire en sorte que ces résultats évoluent. Nous avons besoin de la commande pour développer le marché. Avec l'aide de Business France, des chambres consulaires, nous avons aussi l'opportunité d'aller exporter nos produits. Nos produits peuvent être exportés partout, en Afrique, au Moyen-Orient, au Maghreb, au Japon, en Asie-Pacifique, partout où la notion de souveraineté et d'autonomie numérique existe, et elle existe. Donc, nous avons besoin, bien sûr, des investisseurs, nous aurons besoin des laboratoires de recherche et des talents, plus généralement, les femmes, les hommes, qui vont participer à cet effort de construction d'une Europe plus résiliente. Donc, l'enjeu cyber, c'est la résilience, c'est la croissance, c'est un enjeu économique, c'est évidemment un enjeu pour l'emploi de demain. Et donc, c'est important d'agir tous unis autour d'un projet qui soit certes d'inspiration française, mais avant tout, un projet qui sera passable à l'échelle, scalable, et un projet qui soit fédérateur avec nos amis, nos voisins européens. Voilà. Merci. C'est toutes ces thématiques qu'on va aborder avec l'équipe de France. Je vous remercie encore d'être là. Merci Thomas pour avoir accepté cette animation. On y va. Et puis, j'espère que vous profiterez aussi de cette journée pour des moments de convivialité. Voilà, c'est ça, recevoir à la française. Et c'est aussi ça, Exatrust. Donc, bienvenue. Et j'ouvre la 10e université d'été d'Exatrust. Merci beaucoup, Jean-Noël. Je vous reprends le micro. Voilà. Installez-vous. Alors, difficile de parler de cybersécurité, pas besoin de micro, sans faire appel à l'agence qui justement supervise et conseille l'administration et les grandes entreprises. Et pour cela, j'appelle Vincent Strubel, directeur général de l'ANSSI, à me rejoindre sur scène.
Voilà, Vincent, venez me rejoindre. Dans la lumière. C'est ça, voilà, je vous donne un micro. Je rappelle, Vincent, vous êtes directeur général de l'ANSSI, qu'on ne présente plus. Alors, avant d'aborder les différents sujets, notamment Nice 2 dont on a parlé, dont Jean-Noël vient de parler, est-ce que vous pouvez dresser rapidement un panorama des attaques auxquelles le pays est confronté ? Et les entreprises. Très volontiers, c'est mon exercice favori. Bonjour à tous et à toutes. Merci Jean-Noël, merci Exatrust d'organiser une fois de plus ces universités d'été, parce que c'est les 10e déjà, bon anniversaire. C'est 10 ans de coopération étroite qui se manifeste par tous les succès que tu as rappelé Jean-Noël. Donc je pense que je partage entièrement cette vision-là. Sur la menace, on est face à un constat qui se répète depuis un certain nombre d'années d'un plateau haut de la menace. Un plateau haut avec deux composantes bien distinctes. La menace dite stratégique, celle portée par des services étatiques qui visent l'espionnage, qui visent le sabotage, qui est de plus en plus furtive, de plus en plus sophistiquée, mais toujours très ciblée sur des entités stratégiques et sur leur chaîne de valeur, comme on dit en essayant de traduire supply chain. Et puis une deuxième composante qui est un peu plus nouvelle, qui est la menace qu'on appelle systémique, celle matérialisée principalement par le ransomware, mais dans laquelle on fait rentrer toute l'extorsion de toutes sortes, et dans laquelle je suis tenté de faire rentrer aussi ce qu'on appelle l'activisme, c'est-à-dire tous ceux qui font des dénis de service, des défigurations, des choses pas graves mais très visibles, avec des finalités différentes du crime organisé, mais avec la même logique opportuniste. C'est-à-dire qu'on est face à cette menace tous des victimes potentielles. Il n'y a pas de ciblage, on le voit à chaque fois, quand c'est des hôpitaux, quand c'est des universités, quand c'est des entreprises ou des collectivités qui en sont victimes. On sera tous tôt ou tard victimes de ce genre de menace. Ce plateau, surtout cette dualité entre une menace ciblée et une menace systémique qui n'épargne personne, c'est notre défi collectif le plus fondamental depuis quelques années et pour encore certainement un certain nombre d'années. C'est ce à quoi on s'est préparé pour les Jeux olympiques et paralympiques. J'en parle avec prudence parce qu'il reste quand même 3 jours. Je voudrais surtout pas vendre trop tôt la peau de l'ours, sans mauvais jeu de mots, mais à ce stade, moi, ce que j'en retiens, c'est quand même 2 messages qui resteront sans doute dans le bilan qu'on fera après la fin des Paralympiques, qui seront dans l'héritage cyber de ces Jeux. La force du collectif, d'abord, parce que l'ANSSI s'est mobilisée comme jamais depuis 2 ans en tant que chef de file, mais c'est une mobilisation bien plus large que celle de l'ANSSI. J'ai jamais vu autant de monde sur le pont que cet été. Je suis clairement pas le seul à avoir passé un été pauvre en vacances, mais riche en adrénaline. Et c'est grâce à ça qu'on a bloqué des attaques qui auraient pu avoir des conséquences graves, et on les a bloquées très tôt. Moi, j'ai jamais vu autant de monde et j'ai jamais vu autant d'échanges hyper efficaces. Et voilà, ça c'est un succès de l'équipe de France de la cyber et de sa rencontre avec l'équipe de France des Jeux, parce que c'est les deux qui ont travaillé ensemble. Le deuxième point que je retiens à ce stade, c'est que le passage à l'échelle, c'est possible, ça marche. On peut prendre par la main des petites structures qui étaient peu confrontées à ces questions de cyber. On peut les accompagner, les mettre en capacité de faire face. On l'a fait auprès de centaines d'acteurs des JO, des fédérations sportives, des collectivités, des stades, j'en passe et des meilleurs, enfin une diversité incroyable d'entités. Ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va devoir faire demain avec Nice 2 au profit, alors encore une autre échelle. C'est ce qu'on va devoir faire pour relever ce défi du passage à l'échelle face à la menace systémique avec Nice 2, mais avec aussi tout le corpus des textes européens, parce qu'on pense tous à Nice 2, mais il y a plein d'autres choses. Il y a le Cyber Resilience Act, il y a la cybersolidarité, il y a tous ces textes fondamentaux qui ont été mis en place ces dernières années, qui vont nous occuper les prochaines années, parce que ça va prendre des années de mettre tout ça en place, qui sont une bonne réponse face à cette menace systémique, et qu'il va falloir qu'on travaille ensemble, et avec ce même collectif qui marche jusqu'à présent et qui va, et j'en doute pas, marcher pour la suite, en espérant qu'on n'invente pas trop d'autres sujets nouveaux en cadre réglementaire, parce que je pense qu'on a tout ce qu'il faut en place, et maintenant il n'y a plus qu'à le mettre en œuvre. Merci beaucoup Vincent, j'en prie, installez-vous, on peut l'applaudir. Je vais vous reprendre le micro. Peut-être quelques mots sur Nice 2 ? On a très peu de temps. Alors, 2 mots, une phrase sur Nice 2. Parce que ce serait bizarre de ne pas en parler. Nice 2, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, parce qu'on a une transposition à mener et évidemment une forme d'incertitude sur le calendrier parlementaire. Moi j'aimerais juste rappeler à toutes les entreprises, notamment toutes les futures assujetties qui s'en préoccupent à juste titre, qu'il faut se projeter dans Nice 2 sans fébrilité, mais sans insouciance. Pas de fébrilité parce qu'on a tendance à voir l'échéance très proche d'octobre 2024, mais octobre 2024, c'est l'échéance pour la transposition. Si on n'est pas au rendez-vous,
c'est l'État qui se fera taper sur les doigts, ça lui arrive, il s'en remet généralement. Clairement, on a une incertitude parlementaire là-dessus, compte tenu de la situation. On ne sera pas les premiers à transposer Nice 2, on ne sera pas forcément les derniers, mais surtout, c'est que le début. Moi, je dis et je répète que quel que soit le calendrier d'adoption des textes, on se donnera 3 ans pour exiger une conformité complète aux exigences de Nice 2. Et puis, pas de fébrilité, parce qu'on a bien intégré la notion de proportionnalité. Il faut faire des choses qui sont adaptées aux structures qu'on va réguler demain, qui découvrent ce sujet. On a bien en tête la notion de co-construction. On le fait depuis 1 an avec vous pour l'élaboration du texte législatif. On va le faire dans les prochains mois sur les textes d'application. Donc on ne va pas vous sortir des trucs du chapeau totalement biscornus. On va faire des choses qui sont assez naturelles en termes de sécurité, de cybersécurité de base, qui surprendront personne. Pas d'insouciance pour autant, je finis par là, parce que 3 ans ça passe vite. Si on se donne 3 ans, c'est pas pour que tout le monde se réveille au bout de 2 ans 3/4. Donc il y a plein de choses que vous pouvez faire et sur lesquelles on vous attend dans les prochains mois. Participer aux consultations, on va continuer à consulter sur les textes d'application. On a besoin de vos retours sur l'intelligibilité d'ailleurs, le réalisme, la possibilité de mettre tout ça en œuvre, le coût que ça engendre. Investir dans l'hygiène numérique de base, parce que même sans avoir une idée totalement arrêtée des mesures, parce qu'elles vont encore être discutées, évidemment que l'hygiène numérique, ce sera le cœur de ce qu'on demandera. Et donc, mettez de la gouvernance, mettez de la sécurité, mettez des sauvegardes, des choses comme ça, ça vous mettra sur le chemin de la compatibilité. Et puis, on a besoin de vous, les offreurs de solutions, et on sait qu'on peut compter sur vous, on l'a déjà fait, parce qu'il faut aller au contact de ces 15 000 futurs assujettis qui, pour certains, découvrent totalement le sujet. Et voilà, il faut déjà aller travailler pour avoir des solutions adaptées. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je demanderai aux prochains intervenants de vraiment faire attention au temps. Une matinée, je l'ai dit, vraiment très dense. Pour la suite, nous allons parler des enjeux de filière. Et pour cela, j'invite Marc Darmon à me rejoindre sur scène et également Michel Paulin. Messieurs, je vous en prie. Alors venez, on va d'abord commencer par vous, Marc. Michel, venez vous installer juste ici, s'il vous plaît. Je rappelle, on est très pris par le temps. Je vous couperai impitoyablement. Marc, allez, vous avez 4 minutes. Bonne chance pour vous, Thomas. Voilà. Et Marc, d'abord, pardon, je vous présente quand même complètement. Vous êtes président du comité stratégique de filière industrie de sécurité et senior VP chez Thales. Bon, bonjour à tous. Évidemment, quand on se succède comme ça, la difficulté, c'est de répéter des choses qui sont différentes, ou en tout cas les mêmes choses, mais avec des angles différents. Moi, je vais prendre donc l'angle industriel de l'ensemble de la filière industrie de sécurité que j'ai la chance et la charge de présider. Et notamment pour répondre à la question du jour, notamment sur l'Europe. C'est une filière qui est une filière d'excellence. C'est plus de 30 milliards de chiffre d'affaires, plus de 150 000 experts et spécialistes en France, qui en fait de 3 tiers, 3 fois 30 milliards, je l'ai dit. Un tiers qui est de l'industrie de sécurité très éloignée de ce qu'on voit aujourd'hui, de l'industrie de sécurité ferme, dure, solide, des protections physiques. Un tiers, c'est de la sécurité numérique, vidéoprotection intelligente, identité numérique, donc assez proche de ce qu'on vit aujourd'hui. Et puis le dernier tiers, c'est la cybersécurité proprement dite, qui est une activité en grande croissance, qui a 3 business models, je dirais, des proposeurs de solutions et de technologies, comme beaucoup sont représentés aujourd'hui, des intégrateurs pour offrir des solutions clés en main, mais un gros tiers de tout l'ensemble de la filière, ce sont des experts, des consultants, des gens qui font du service de cybersécurité et qui conseillent ou qui supervisent ou qui interviennent en cas d'attaque. 3 business models. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce que je voudrais défendre, c'est il faut créer un marché mûr. Alors un marché industriel qui est mûr, de façon caricaturale, c'est le marché de l'aéronautique. 2 constructeurs d'avions, des centaines de clients, les compagnies aériennes, qui savent exactement de quoi elles ont besoin. Elles regardent un catalogue de 5 avions chez chacun des fournisseurs. Elles construisent leur business plan. Elles commandent. Les prix sont clairs. Les ristournes et les discounts sont clairs. Voilà un marché mûr. C'est pas un marché facile, mais c'est un marché qui est mûr. Le marché de la cybersécurité, c'est le contraire. Nos clients n'ont pas tous conscience de leurs besoins, de leurs risques. Les fournisseurs présentent parfois des solutions de façon floue, en expliquant que tout se tient, que tout se vaut. Si vous allez dans une exposition de cybersécurité, quasiment tout le monde a le même motto, a le même logo. Et donc, pour faire mûrir ce marché, il y a 2 actions. La première, ce sont l'ensemble des actions de l'ANSSI, de normalisation, labellisation.
Ça a commencé par les labels nécessaires pour les opérateurs d'importance vitale, les experts en supervision, en surveillance, en consulting, les produits ont commencé à être labellisés. Puis après, pour l'ensemble des systèmes critiques, puis pour le cloud avec Setnum Cloud, ces structurations, ces labels permettent de faire mûrir le marché. Ça aide en fait les clients à s'y retrouver. C'est ça qui est important. Marc, il nous reste 1 minute. 1 minute, c'est parfait. Et le deuxième famille d'actions pour faire mûrir ce marché, c'est nos actions au sein du comité stratégique de filière, qui sont structurées en projets et dans lequel la cybersécurité est partout. Donc, puisque j'ai encore 1 minute, je vais prendre les 5 pages qui me restent. L'ensemble des sujets du comité stratégique de filière ont une composante cybersécurité à l'intérieur. La sécurité et la cybersécurité des collectivités locales, des PME, des établissements de santé. Donc, et on structure l'industrie autour de projets communs pour justement la faire mûrir et la structurer. Dans notre programme de filière, dans notre contrat qu'on va signer incessamment, il y a aussi des actions transverses à la filière. Par exemple, l'attractivité. C'est une filière qui, comme le reste de l'industrie, manque de ressources, notamment de ressources en ingénieur ou en Bac+2, Bac+3. L'attractivité, y compris pour les jeunes filles, les formations, des sujets de normalisation, les sujets de technologie et de technologie critique. Voilà tous les sujets qu'on crée au sein de cette filière. C'est une filière d'excellence. On a été bon en maths et donc bon en cybersécurité depuis longtemps. Mais maintenant, il est temps d'avoir un marché mûr et un marché qui justifie sa croissance de presque 10% par an dans notre domaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc. Je vous reprends le micro. Michel, je vous en prie. Et je vous donne la parole. Alors Michel, je précise que vous êtes préfigurateur du comité stratégique de filière Solutions numériques de confiance et également directeur général d'OVH Cloud. Alors, pour commencer cette discussion introductive avec vous, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi est-il si important pour les acteurs comme vous de pouvoir s'appuyer sur une filière puissante en matière de cybersécurité et de souveraineté ? Alors, peut-être juste avant, c'est redéfinir ce que c'est notre filière. La filière, aujourd'hui, c'est la filière des acteurs du numérique de confiance. Ça couvre 5 domaines. Le premier domaine, c'est le domaine des éditeurs de logiciels, incluant des acteurs de cybersécurité également. Le domaine du cloud, alors que nous connaissons bien. Le domaine du quantique, le domaine de l'intelligence artificielle et le domaine du métavers. C'est une filière qui est très dynamique. Ça fait 23,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Ça croît à 2 chiffres depuis longtemps. Ça crée des emplois. Donc, on pourrait dire, tralala, super, c'est génial. Mais, parce qu'il y a des mais. Mais, c'est que d'abord, la première chose, c'est que c'est une filière à l'international qui perd des parts de marché. Mais pire, elle perd des parts de marché en France. Face à des acteurs extrêmement puissants dans des filières aujourd'hui. Alors bien sûr, on connaît tous les Américains, on connaît tous les Chinois qui sont omnipotents, mais il y a aussi des filières extrêmement dynamiques en Corée, au Canada, en Israël, à Taïwan, dans ces métiers-là, qui aujourd'hui gagnent des parts de marché et croissent. Et donc, pourquoi eux y arrivent et nous, on est en train de décroître? Et ce qu'on voit quand même, et ça c'est ce que j'ai entendu dire chez tous qui l'ont dit, c'est les écosystèmes. Et donc c'est pour ça que les acteurs aujourd'hui ne doivent pas raisonner individuel, quelles que soient les concurrences qu'on puisse avoir, elles doivent raisonner écosystème. Et l'écosystème, il est large. Et bien sûr, ce sont tous les acteurs qui ont une responsabilité extrêmement forte dans chacun de leurs domaines, mais c'est également l'État, les collectivités locales, les associations aujourd'hui d'utilisateurs. Pourquoi ? Parce que c'est indispensable qu'ensemble, on soit capable de créer une dynamique qui va faire en sorte que les valeurs que défendent les Français et les Européens soient aujourd'hui incarnées au niveau du numérique. Et j'ai envie de dire que c'est ça la clé. Et c'est pour ça que des acteurs comme OVH Cloud s'investissent massivement, mais pas d'autres, il y en a plein d'autres, sur ces secteurs-là, parce qu'aujourd'hui, si nous ne sommes pas ensemble, fédérés, utilisateurs, acteurs publics, acteurs aujourd'hui, bien sûr, de la tech, eh bien, nous n'arriverons pas à développer cette filière. Et c'est ça le clé. Et on voit bien que les enjeux géopolitiques aujourd'hui font que les menaces, on a parlé des menaces cyber, on pourrait parler aussi des menaces géopolitiques, deviennent encore plus importantes. Et c'est pour ça qu'ensemble, et c'est la seule façon d'y arriver, ensemble, nous pouvons développer cette filière qui aujourd'hui est dynamique, mais qui perd des marchés. Michel, très rapidement, quels sont les sujets sur lesquels vous allez travailler dans les mois qui viennent ? Alors, on a travaillé aujourd'hui, on est encore en préconfiguration, donc on s'attend un petit peu le calendrier que je n'évoquerai pas trop pour savoir comment ça va se passer, donc j'ai hâte, parce qu'on a lancé ça. Donc on a fait une consultation massive, on a consulté des centaines aujourd'hui d'acteurs, mais également les utilisateurs, les grands groupes, les PME, les ETI. On a aussi, bien entendu, consulté les collectivités locales, les pouvoirs publics, et on a essayé d'élargir aussi certains domaines. On a
défini, tous ensemble, 5 priorités. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai vu que chacun les a évoquées. Alors, le premier domaine, c'est l'offre. Nous avons, nous, en tant qu'industriels, la responsabilité de créer des offres de confiance. Et donc, nous devons investir. Nous devons continuer à investir massivement, nous devons continuer à recruter, être capable aujourd'hui d'offrir une offre. Alors il y a un French bashing de la tech aujourd'hui qui est permanent, dans lequel on est en train de nous dire systématiquement qu'il n'y a pas d'alternative aux domaines omnipotents et qui sont souvent des monopoles de fait. C'est pas vrai. C'est un peu comme le French bashing avant les JO. La France aujourd'hui a des talents, la France aujourd'hui a des offres, il faut leur faire confiance. Et nous prenons l'engagement en tant qu'industriels d'investir pour continuer à développer des offres. Michel, il nous reste moins d'une minute. Une minute ou une heure? Moins d'une minute. Moins 30 secondes même. Le deuxième sujet qui est lié à ça, c'est que c'est des offres qui doivent être dans des systèmes de régulation, qui soient des systèmes de régulation, de certification, qui permettent de garantir la confiance et la transparence. Je ne pourrais pas avoir le temps de parler du SCS, mais le combat du SCS est certainement critique. Le troisième sujet, c'est le sujet aujourd'hui de la commande. La commande des grands groupes, la commande publique, la commande aujourd'hui. Les parts de marché aujourd'hui de la filière tech française au niveau du public, au niveau des grands groupes, diminuent aujourd'hui. Quand vous regardez ce qui se passe en Corée, quand vous regardez ce qui se passe en Israël, quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe au Canada, sans parler bien entendu du Chine et Amérique, c'est pas le cas. C'est massif. On parle, dans le domaine du cloud que je connais, 80% des grands groupes aujourd'hui utilisent des clouds américains. Voilà. Le troisième, on en a parlé, les talents. Comment nous, on doit continuer, et en particulier féminiser les talents. Si nous n'arrivons pas à attirer 50% de la population, c'est-à-dire les femmes, à nos sujets, nous aurons un problème de talent. Bien entendu, l'innovation. Et sur l'innovation, c'est investir en R&D, faciliter la R&D, trouver les bons systèmes, et surtout une collaboration publique-privée, grandes écoles, universités, qui fait qu'on soit capable d'avoir une innovation dynamique et qu'il ne soit pas un peu exclu comme nous avons aujourd'hui avec de la recherche fondamentale qui est très loin et malheureusement nous avons des grands ingénieurs et nous devons le faire. Et puis le final, l'international. Le marché est mondial. Et aujourd'hui, nous pouvons exporter, nous devons exporter. Tu as évoqué les pays, on a parlé de Moyen-Orient, mais nous, au VH Cloud, nous exportons aux États-Unis. Il y a besoin de solutions de confiance aux États-Unis. Aujourd'hui, certains acteurs américains ne sont pas en confiance avec leurs acteurs parce qu'on sait que leurs données sont trafiquées, parce qu'on sait que les IA aujourd'hui sont biaisées, Michel, et ils souhaitent avoir des solutions de confiance. C'est l'engagement que nous prenons avec cette filière. Merci beaucoup, Michel, merci beaucoup. Installez-vous. Alors, bien sûr, il faut aussi parler du rôle de l'État, et j'invite Florent Kirchner à venir sur scène. Florent, venez à côté de moi. Je rappelle, vous avez 4 minutes. Alors, venez à côté de moi. Alors Florent, vous êtes directeur du pôle souveraineté numérique. Alors on va essayer d'être rapide et efficace. Quelle est la stratégie de l'État aujourd'hui en matière de cybersécurité? Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous d'être présents en cette journée pluvieuse et une pensée particulière pour mes collègues qui sont arrivés comme moi en deux roues sous cette... Avancez-vous un tout petit peu. Bon, la stratégie de l'État en matière de cybersécurité, elle est multiple. Et je vais vous parler de la partie plus investissement. Vincent a parlé des choses qui sont plus opérationnelles et qui relèvent de l'agence. Sur les aspects d'investissement, la stratégie de l'État, c'est d'établir et de faire marcher une théorie, qui dit où est-ce qu'on compte agir, comment on a l'intention de gagner et quel système est-ce qu'on veut mettre en place pour produire et gérer tout ce qui permet de gagner. Ça, c'est important à garder en tête, ces 3 dimensions de la stratégie. Et je vois trop souvent des gens qui élaborent une stratégie en faisant une liste de courses. Avec tout le respect que je leur dois, ce n'est pas une stratégie que d'établir une liste de courses. Cette stratégie, elle est ancrée, et ça a été rappelé tout à l'heure par Jean-Noël, dans 2 choses. La première, c'est la revue stratégique de cyberdéfense de 2018, qui établissait et qui définissait un certain nombre de priorités pour l'État et pour l'écosystème en termes de cyberdéfense. Et de l'autre côté, et ça s'est combiné avec les travaux de la filière et de l'écosystème qui remontaient des possibilités, des opportunités de travailler ensemble pour la cybersécurisation et pour la mise en œuvre de la stratégie. Cette base-là, on la décline. La réponse à où est-ce qu'on a l'intention de gagner, elle est évidemment complexe, mais dans une première approximation, dans laquelle on peut rentrer par ailleurs si c'est utile, on a l'intention de gagner en utilisant la recherche et l'innovation
pour le développement capacitaire. Et je vais arrêter de dire des gros mots. D'accord ? La recherche et l'innovation, ça veut dire qu'on a besoin d'être créatif, et de créatifs ensemble. Et le développement capacitaire, ça veut dire qu'on a besoin que ça serve à quelque chose et que ça réponde à un besoin concret, opérationnel de l'État, d'industrie, des gens, du grand public qui cherchent des réponses à ces questions de cybersécurité. Ça, c'est où est-ce qu'on a l'intention d'agir. Comment on a l'intention d'agir? En faisant plusieurs choses, encore une fois, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a deux grands axes qui sont particulièrement importants. Le premier, c'est on cadre et on choisit où on investit. On n'est pas dans une situation, aujourd'hui encore moins, mais on n'a jamais été dans une situation où on pouvait juste dépenser de l'argent pour essayer plein de choses différentes et on verra bien qu'est-ce qui volera. Cadrer, ça veut dire choisir ses combats, ça veut dire se focaliser sur un certain nombre de sujets. Et cette focalisation-là, elle se fait en identifiant quelles sont nos têtes de pont, d'accord ? Comme en Normandie, en 1944, on ne peut pas débarquer si on n'a pas la tête de pont. D'accord ? Et donc, il nous faut des têtes de pont, il faut des endroits sur lesquels on ne transige pas. C'est nos points d'entrée dans la sécurisation des systèmes numériques. Et puis, il y a le deuxième aspect qui est quels sont les outils, les pivots qu'on peut utiliser pour ensuite construire sur cette tête de pont et remporter face aux attaquants, avant tout, face à la concurrence internationale aussi, des victoires sur la sécurisation et la souveraineté de nos systèmes informatiques. Florent, il nous reste moins d'une minute et j'aimerais vous poser une dernière question. Quels sont les moyens dont vous disposez justement pour soutenir ces filières très rapidement, filières de la cybersécurité et du cloud de confiance notamment? Alors, moins d'une minute. 30 secondes en fait, en vrai. Pour toute la filière du cyber et du cloud, 10 milliards. Je voudrais terminer un dernier sujet, parce que c'est particulièrement important et c'est quelque chose qui rejoint ce que Michel évoquait tout à l'heure. La question du travail ensemble et de casser ces barrières, elle est fondamentale dans notre capacité à réussir ce pari. D'accord ? On a besoin de casser les barrières, ça a été parlé, entre recherche et industrie. On a besoin de casser des barrières entre le public et le privé, évidemment. On a besoin aussi de casser des barrières qu'on s'est auto-imposées parfois un peu techniquement en se disant « bon, la cyber, c'est identifier, protéger, détecter, réagir et remédier ». Est-ce qu'on est tous obligés d'être sur une seule de ces lignes-là ou est-ce qu'on peut réfléchir un petit peu à penser un peu différemment cette analogie-là? Et donc, c'est les moyens qu'on met ensemble, et ces 10 milliards d'euros, ils se font ensemble, et en ayant le courage et ce travail fondamental de tous les jours d'aller casser ces barrières au campus cyber, aux universités d'été de la cyber et du cloud, et partout où on peut aller dépasser ces frontières qu'on a ensemble. Merci beaucoup Florent, je vous invite à aller vous asseoir. Et le campus cyber, on en parlait il y a quelques secondes, et j'invite Michel Vandenberg, président du campus cyber, à venir à côté de moi pour clôturer cette séquence d'ouverture. Venez Michel, venez. Alors Michel, quel est le rôle du campus cyber dans tout ça? On a peu de temps, je vais vous demander des réponses rapides. Alors quel est le rôle du campus cyber dans tout ce qu'on a dit aujourd'hui? Ouais, plutôt, déjà, voilà, bonjour, c'est très sympa, Station F, mais approchez-vous, Michel, le campus est un peu plus beau quand même. Voilà, ça c'était le premier point. Les priorités du campus cyber, les missions qui nous ont été confiées. La première, elle était relativement claire, c'était rassembler l'ensemble de l'écosystème français au sein d'un lieu totem pour faire briller l'expertise française. Je pense que ça, on a réussi. C'est 150 sociétés qui sont adhérents du campus cyber. C'est plus de 1200 personnes qui viennent travailler tous les jours au campus cyber. Et on a reçu plus de 50 délégations internationales qui, à chaque fois nous disent ce que vous avez fait, les Français, c'est quand même vachement bien parce qu'il n'y a pas d'autre exemple que le campus cyber au niveau international. Deuxième mission qui nous était confiée, c'était travailler pour former les experts de demain et travailler sur l'attractivité. Comment on peut faire pour faire que des jeunes, aujourd'hui, viennent vers les métiers de cybersécurité, qui n'est pas le métier le plus glamour quand comme ça on le présente de façon un peu abrupte. C'est plutôt là aussi réussi. On a 7 écoles aujourd'hui qui sont dans le campus cyber. On a travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale et DGESCO pour créer cette attractivité. On a fait une campagne d'affichage dans le métro, dans le RER, dans le Transilien, qui a attiré ces jeunes. Tous les vendredis, on reçoit des collèges, des élèves de 3e qui viennent découvrir justement les acteurs de la cybersécurité, et ça crée des vocations. Et on va continuer, puisqu'on est en train de finaliser un partenariat avec France Télévisions et France Info, justement, pour parler un peu de la filière. Troisième mission, et celle-là était un petit peu plus diffuse, c'était faire travailler tout le monde ensemble. Et ça, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Donc on a dit, mais travailler pour faire quoi? Alors on m'a dit d'abord, t'as qu'à faire comme Bershiva. Mais Bershiva, effectivement,
C'est très différent de ce qu'on veut faire en France, que Berchiva, c'est très fermé, c'est très étatique, mais ça crée quand même des startups de temps en temps, et c'est plutôt intéressant. Donc, voilà, c'est un peu ce que je travaille aujourd'hui avec l'ANSSI. On vient de lancer un grand audit auprès de l'ensemble des membres du campus CPR en disant qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, et donnez-nous du concret. Jean-Noël l'a dit, il faut qu'aujourd'hui l'État nous donne des missions, nous donne des projets, parce que quand on le fait, ça fonctionne. On l'a vu. Par exemple, là, on est en train de faire un appel d'offres pour pouvoir réunir les acteurs du campus cyber pour créer des SOC pour aider l'Ukraine à mieux se cybersécuriser. Ça va vite, c'est précis, et très très vite, on a une offre qui est très pertinente. La BPI, quand ils ont eu besoin de sécuriser l'ensemble des PME qui sont couverts par BPI, ils ont appelé les gens du campus cyber en disant « Aidez-nous à trouver des offres facilement installables pour des PME et créer en offre ». On l'a réalisé. Voilà, c'est ça un peu le message aujourd'hui, c'est donner du concret, donner du précis, et on sait que quand on donne du précis, on sait mobiliser l'ensemble des acteurs du campus cyber. Michel, il nous reste 1 minute 20 à peu près. Une dernière question. On a beaucoup parlé de cybercampus cet été. Certains se sont interrogés sur la réelle mission. Est-ce que vous pouvez rappeler quels sont les buts et les objectifs du campus cyber? Je pense que c'est ce que je venais de faire. Voilà. Je pense que le campus cyber, c'est une initiative privé-public. Voilà. Et on voit que le privé-public, ça fonctionne. On l'a vu, par exemple, les JO. Tout le monde avant les JO va dire les Français, ça va être catastrophique, c'est des bordéliques, etc. Ça ne marchera jamais. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, quand on fait travailler les gens du privé et du public en France, ça fonctionne vachement bien. L'État a joué le jeu. Ça a bien fonctionné. Le métro, les SNCF, etc. Tout ça a bien fonctionné. Mais ce qui a créé l'ambiance, c'est tous les bénévoles qui étaient là et qui ont créé une bienveillance extraordinaire autour de ces Jeux Olympiques. Et tous les étrangers avaient une image complètement différente des Français, parce qu'ils nous voyaient plutôt comme... voilà. Et Guillaume Poupard utilisait cette image en disant « on est le village d'Astérix ». Voilà. On râle beaucoup, mais quand il faut se mobiliser, on est très très fort ensemble. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire au campus, c'est rassembler tout le monde pour montrer qu'aujourd'hui, en France, on est bon en cybersécurité. Mais maintenant, il nous faut du concret, du réel, parce qu'effectivement, moi j'ai au campus cyber 19 collèges. Des associations, des grands industriels, des écoles, des start-up, des PME. Ils ont tous des objectifs très différents. Si on ne fixe pas de priorité, on ne fera jamais rien. L'actionnaire principal, c'est l'État. C'est à l'État de nous donner aujourd'hui des missions à un ordre très précis de ce qu'on doit réaliser ensemble. Et je peux vous garantir que si on nous donne vraiment des missions, on les réalisera. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, messieurs. Michel, restez avec nous. Je vais vous demander de vous lever, messieurs, pour une photo de l'équipe de France de la cyber. Il manquerait même presque un drapeau, d'ailleurs. Jean-Noël, mettez-vous devant. Voilà. Non. C'est ça. Alors, messieurs, mettez-vous... Voilà. Il manque 50%. Il en manque une partie, voilà. Oh, vous n'avez peut-être pas de raison peut-être de les enfiler. Mettez-les devant. Ouvrez les maillots, mettez-les devant vous. Voilà. C'est bon. Jean-Noël, mettez-vous un peu devant, comme ça vous n'êtes pas dans l'ombre. Voilà. Je pense que c'est bon. C'est ça. Vous êtes prêts pour la photo? Voilà, regardez par ici. Avec le sourire, c'est encore mieux.